Deuxième grand rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. On commence par les infos au Bénin. Avant le 31 décembre 2016, tous les espaces publics occupés ou empiétés par des tiers doivent libérer, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Cette récente décision du gouvernement sous la coupole du ministère du Cadre de vie et du Développement durable suscite beaucoup de mécontentement. C'est le constat fait par Ibrahim Rounam et Denis Maroya. Suivant le reportage. Redonner un nouveau visage aux villes du Bénin, c'est là l'un des objectifs visés par le gouvernement béninois. À Cotonou, capitale économique du pays, les choses semblent aller très vite. Déguerpissement et démolition de baraques et boutiques sont perceptibles. Et pour celles qui ne l'ont pas encore été, ces signes sont la preuve qu'elles seront détruites très bientôt. Toute une opération qui suscite diverses réactions. C'est très bien que le gouvernement, une fois, ait choisi de dégager les places publiques pour que Cotonou ait un visage un peu plus reluisant. Même si on déguerpit les gens là, vous voulez qu'ils aillent où? Ils vont casser le lendemain, une semaine après vous verrez encore, ils reviendront en ce moment c'est salé parce que c'est la pauvreté. Je pense que cette décision est salutaire. Il faudrait que le gouvernement puisse tenir dit de ne pas céder à la pression. Il n'a qu'à laisser les gens faire leur activité. Moi, je demande à M. Talon de faire doucement. Je m'en vais reprocher juste au gouvernement de Patrice Talon de bien vouloir quand même mettre un peu de l'eau dans le vin. De mettre un peu de l'eau dans le vin. Parce que là, nous qui sommes par exemple occupants de ces lieux, avant qu'on nous dégage, qu'on aurait dû penser à où nous mettre en attendant, parce qu'on peut même trouver un domaine quelque part. Quand vous voulez sevrer un enfant, il faut quand même lui apprêter un autre aliment qui va remplacer le lait maternel. Pour les autorités, la question du relogement est une question secondaire, mais elle n'est pas écartée totalement. La question de relogement pour nous est une question secondaire. Toutefois, il peut s'agir de voir un peu comment on règle ce problème. Mais le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques nous impose de ne pas régler pour l'un et de laisser pour l'autre. Alors, autant ne pas régler, puisque nous ne sommes pas contraints par un texte de loi à le faire. Certains occupants estiment de tenir des contrats avec les autorités communales, argument balayé par le préfet. Tous ceux qui disent qu'ils ont un contrat avec la mairie, c'est un argument qui ne tient pas. Parce que tout contrat, quel qu'il soit, passé sur le domaine public, comme je l'ai dit tout à l'heure, répond à ces trois critères que je viens d'énoncer, imprescriptible et en tant que tel est révocable à tout moment. Encore que cette nature de contrat s'appelle contrat administratif. Et nous savons bien qu'en matière de droit administratif, lorsqu'un particulier va à un contrat avec l'administration, il y a la notion des clauses exorbitantes de droit commun qui replace la puissance publique dans la plénitude de l'exercice de ses attributs. Le 1er janvier 2017, Cotonou, comme les autres villes de notre pays, connaîtra une nouvelle ère. Le gouvernement s'y est véritablement engagé, reste désormais à avoir l'adhésion de tous. On va passer maintenant à la une de la presse internationale. C'est une présentation de Loris Freddy. D'abord, le tour d'horizon donc des plateformes. Nous ouvrons la revue internationale par www.lemonde.fr et nous sommes plus au chapitre Afrique dans le grand registre Afrique, j'allais dire. Le Monde Afrique maintenant nous propose comme titre ce matin la Centrafrique à nouveau en quête de fonds à Bruxelles. La Centrafrique à nouveau en quête de fonds à Bruxelles. C'est à lire dans un compte rendu proposé par cette plateforme lemonde.fr, plus précisément dans sa fenêtre Afrique. Bangui espère mobiliser près de 3 milliards d'euros sur 5 ans à l'occasion de la conférence des donateurs jeudi, alors que le pays peine à retrouver la paix. Bangui, bien évidemment la Centrafrique à nouveau en quête de fonds à Bruxelles. Le compte rendu est proposé par Le Monde Afrique. Voici l'image de la ville de Bangui à nous proposée par Le Monde Afrique pour illustrer cet article. Nous allons rester toujours au chapitre économie. Cette fois-ci, nous changeons de plateforme déjà. Nous cliquons sur l'œil du continent
pendant que Bangui est en quête de fonds. L'œil du continent pense que l'économie nationale tombe dans les mains de Patrice Talon. L'œil du continent, bien évidemment, titre l'économie nationale tombe dans les mains de Patrice Talon. L'actualité, l'article est à lire sur l'œil du continent. L'œil du continent, vous le savez, hein, qui propose des articles quelque peu motivés, quelque peu, enfin, les articles que vous ne pourrez lire que si vous êtes abonné ou si vous êtes inscrit sur le site internet. Nous vous proposons quand même ce titre qui intéresse le pays. L'économie nationale tombe dans les mains de Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous poursuivons maintenant avec www.africatv.net, www.africatv.net, et la toute première actualité, la toute première information proposée par cette plateforme d'information sur le continent africain et dans le reste du monde, c'est bien COP22, Déby précipite son départ de Marrakech pour régler des tensions internes. COP22, Déby précipite son départ de Marrakech pour régler des tensions internes. Voilà, le président de la République du Tchad qui écourte son séjour à Marrakech. Pourquoi? Eh bien, le président Idriss Déby Itno a préféré rentrer dans son pays où les tensions se multiplient plutôt qu'assister au sommet de la COP22. Sommet africain mercredi à Marrakech. Mercredi, malgré son titre, bien évidemment, de président en exercice de l'Union africaine, le président Idriss Déby Itno a quitté la COP22 à Marrakech selon le site de l'hebdomadaire, marocain tel quel, j'allais dire. Il est rentré à N'Djamena mardi vers 21h30. A rapporté un correspondant de l'agence France Presse. L'actualité a bien été illustrée par cette photo que voici. Voilà. Voilà, zoomé l'image du président de la République du Tchad, que vous voyez là, Idriss Déby Itno, que vous voyez là à l'image. Allons maintenant sur l'autre page, la toute première page maintenant de africatv.net pour dire que le procès de Simone Gbagbo se poursuit, cette fois-ci sans elle, mais avec ses avocats. Mais avec des avocats commis d'office, j'allais dire. Le procès de Simone Gbagbo se poursuit sans elle, mais avec des avocats commis d'office. C'est l'autre actualité proposée par africatv.net ce matin. Le procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, va se poursuivre sans elle et avec des avocats commis d'office, malgré les protestations de la défense qui dénonce un échec cuisant de la justice ivoirienne. Retenons le titre ici, le procès de Simone Gbagbo se poursuit sans elle avec des avocats commis d'office. Deuxième page maintenant de africatv.net. Nous sommes sur la deuxième page de africatv.net pour apprécier toute autre actualité, bien évidemment. Sous pression, le Kenya repousse de 6 mois la fermeture du camp de réfugiés de Dadaab. Sous pression, le Kenya repousse de 6 mois la fermeture du camp de réfugiés de Dadaab. Le gouvernement kenyan, soumis au feu roulant des critiques des organisations de défense des droits de l'homme, a repoussé au 21 mai 2017 la date de fermeture du complexe de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde qui abrite essentiellement des réfugiés somaliens. Toujours sur cette même plateforme, on se rend maintenant plus au nord du continent. Nous sommes en Tunisie, victime de la marginalisation. Kasserine demande réparation. Tunisie, victime de la marginalisation. Kasserine demande réparation. Voyons un peu de détails maintenant sur l'actualité sur africatv.net. Historiquement délaissée par le pouvoir central, Kasserine, dans le centre de la Tunisie, est le premier territoire à avoir réclamé le statut de région victime auprès de l'instance Vérité et Dignité, IVD, une démarche qui suscite des attentes, mais aussi du scepticisme au sein de la population. Tunisie, victime de la marginalisation, Kasserine demande réparation. Poursuivons toujours sur cette deuxième page de africatv.net et cliquons maintenant sur toute autre information. Sommet de Marrakech, sommet africain de Marrakech, le Maroc affirme son leadership continental. Sommet africain de Marrakech, le Maroc affirme son leadership continental. C'est l'autre information, sinon la dernière à lire sur Africa TV avant d'aborder l'actualité sur d'autres sites
sur tout autre site internet. Une trentaine de chefs d'État africains se réunissent mercredi en sommet à Marrakech en marge de la COP22 à l'initiative du Maroc qui entend y défendre les intérêts de l'Afrique face au réchauffement, mais aussi réaffirmer sa stratégie d'influence sur le continent africain. Nous poursuivons toujours, voici d'abord, avant de quitter cette plateforme, l'image qui a permis d'illustrer cette information. Voilà l'image que j'ai zoomée là à l'écran de Eden TV que vous voyez. Nous allons quitter maintenant africatv.net pour cliquer sur tout autre site internet. On va ouvrir maintenant www.lefigaro.fr. Et Le Figaro nous emmène au chapitre politique. Primaire à droite, les écarts fondent, mais le tiercé est le même. Primaire à droite, les écarts fondent, le tiercé est le même. C'est le titre proposé par lefigaro.fr ce matin. Les candidats à la primaire de la droite se retrouvent jeudi soir, ce jour donc, pour le dernier débat à 3 jours du premier tour, bien évidemment, de ces primaires à droite. L'autre page maintenant, toujours sur Figaro.fr, l'autre page du Figaro.fr nous propose comme titre « Juppé, Sarkozy, Fillon, 3 entretiens pour convaincre ». Juppé, Sarkozy, Fillon, 3 entretiens pour convaincre à 4 jours du premier tour et à la veille du dernier, donc l'actualité, vous le savez, a été pondue hier, et à la veille du premier débat télévisé, bien évidemment, les 3 candidats à la primaire de la droite et du centre ont accordé une interview exclusive hier à la plateforme www.lefigaro.fr. On va finir maintenant avec ce tout dernier titre maintenant pour clôturer cette randonnée sur les différentes plateformes internationales. Jérôme Jaffré, la primaire de la droite et du centre est devenue un match à 3. Jérôme Jaffré, la primaire de la droite et du centre est devenue un match à 3. C'est dans une interview accordée par Jérôme Jaffré à la plateforme www.lefigaro.fr. Le dernier débat entre les candidats de la primaire avant le premier tour aura lieu ce jeudi. Le politologue expose les forces et faiblesses des 3 poids lourds et esquisse bien évidemment les traits probables de la campagne présidentielle française à venir. C'est tout, mesdames, messieurs, pour cette randonnée, pour l'actualité sur les différents sites internet. Rendez-vous demain pour un nouveau point sur les plateformes. À l'instant, la revue de presse internationale avec Loris Freddy. D'abord, on va poursuivre cette édition. Par une information que Loris vient de développer dans sa revue. Il s'agit bien sûr du procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Procès reporté pour le 28 novembre. Ce procès va se poursuivre sans elle le 28 novembre et avec des avocats commis d'office. Ainsi en a décidé ce mercredi le président de la cour d'assises. Il faut rappeler tout simplement que la femme de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est actuellement jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité qu'elle aurait commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Voici les détails avec Fréjus Servolan. Ce mercredi 16 novembre 2016, Simone Gbagbo a refusé de comparaître et ses avocats étaient absents à la séance. Selon la Cour, l'accusé a déjà refusé le mardi la sommation qui lui a été faite de se présenter ce mercredi. L'ex-première dame a déjà manqué plusieurs séances pour protester contre la non-comparution en tant que témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes dont l'actuel président du Parlement et ancien chef de la rébellion, Guillaume Soro. La loi prévoit dans ce cas 2 solutions. Forcer l'accusé à être présent manu militari ou se passer de l'accusé si la Cour estime que sa présence n'est pas nécessaire. Le juge Kouadio a choisi la deuxième option et a commis d'office plusieurs avocats et renvoyé la prochaine audience au 28 novembre. Ce n'est pas la justice qui a refusé que l'accusé comparaisse. Donc c'est elle qui a décidé de ne plus comparaître. Je pense que le procès est tout à fait crédible parce qu'elle a eu toute l'occasion de se défendre. Et comme je vous l'ai dit, des avocats vont lui être commis d'office. Ils vont la défendre. Tout ça, ce sont des situations prévues par la loi. Ils vont faire leur travail et puis c'est tout.
On juge sur les textes, on juge sur les faits qui lui sont reprochés. Ils connaissent leur métier, ils vont pouvoir la défendre. Si, avant le début du procès, Maître Félix Beaubré, un des avocats de la défense, a souligné la nécessité de la comparution des témoins comme Guillaume Soro, pour le procureur, il s'agit simplement d'un dilatoire. C'est une volonté de décrédibiliser le procès. Tout le monde le sait. Et ils ont des difficultés. Donc c'est peut-être aussi une stratégie. Simone Gbagbo comparaît pour son implication présumée dans les crises commises lors de la crise post-électorale de 2010 en 2011 en Côte d'Ivoire, ayant fait 3000 morts en 5 mois après le refus de son mari, Laurent Gbagbo, de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. Mais l'ex-première dame purge actuellement une première peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. On poursuit cette édition avec la nouvelle de la COP22 qui se déroule à Marrakech, au Maroc. À ce grand rendez-vous sur le climat, les grandes puissances sont déterminées à lutter contre le réchauffement climatique au sommet africain de Marrakech. Donc, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé que son pays est en voie pour respecter les objectifs climatiques et ne pourra pas revenir en arrière. Le président François Hollande, de son côté, s'est lui exprimé pour harmoniser les positions africaines. Je vous propose de les écouter. Ce sont les marchés qui vont décider ça, pas les gouvernements. Je peux vous dire avec confiance que les États-Unis d'Amérique sont aujourd'hui en bonne voie de réaliser tous les objectifs internationaux qui ont été fixés. Et à cause des décisions des marchés qui ont été prises, je ne pense pas que cela puisse ou que cela sera inversé. Le sort de l'Afrique, c'est aussi le sort de l'Europe, tant nos deux continents sont liés l'un à l'autre. Le développement de l'un, c'est la croissance de l'autre. La sécurité de l'Afrique, c'est la stabilité aussi pour l'Europe, surtout avec les pressions que nous connaissons aujourd'hui, pressions migratoires, mais également les pressions pour le repli, pour l'isolement, pour le rejet. Voilà ce que nous avons ensemble à traiter. La priorité, c'est l'accès à l'énergie. L'Afrique représente 13% de la population mondiale, mais seulement 4% de la demande d'énergie. D'où l'initiative que nous avons lancée pour les énergies renouvelables. 10 milliards d'euros additionnels par rapport au financement existant ont été annoncés d'ici à 2020. La France veut être exemplaire. 2 milliards ont été dégagés. Ils sont en cours d'affectation sur des projets bien précis. En Égypte, au Mali, au Kenya, au Sénégal, au Bénin, au Cameroun, en Namibie et ailleurs. L'Ouganda est le pays au fort taux de grossesse adolescente au monde faute d'accès à l'éducation sexuelle. Mais un nouveau service de prévention, en tuk-tuk se faufile dans les étroites allées des bidonvilles enclavées de Kampala pour des sensibilisations. Reportage. L'Ouganda détient le record du monde de grossesse chez les adolescentes. C'est pourquoi une association a décidé d'avoir recours à ces tuk-tuk. Transformés en petites cliniques à 3 roues, ils se faufilent dans les bidonvilles et viennent en aide aux femmes qui n'ont qu'un accès limité aux services de santé. Les tuk-tuk, c'est pratique dans les bidonvilles parce que certaines zones ne sont pas faciles d'accès en voiture. Avec un tuk-tuk, vous pouvez accéder là où vivent vraiment les gens. Cette initiative, prise par l'association Marie Stops International, transforme les tuk-tuk en espaces de conseil personnalisés et les tentes qu'ils transportent deviennent des cliniques, distribuant préservatifs, stérilés et pilules contraceptives. Le message est d'autant plus important qu'en Ouganda, l'avortement est illégal, à moins que la vie de la mère soit en danger. Les jeunes ont une sexualité très active, mais les parents et les tuteurs ne veulent pas l'admettre. Quand Nantatia est tombée enceinte, à 15 ans, ses parents l'ont tout simplement chassée de chez elle. Quand mon père a découvert que j'étais enceinte, il s'est senti mal, parce que j'étais encore à l'école. Il m'a dit « Tu peux partir ».
Aujourd'hui, elle est retombée sur ses pieds et éduque les jeunes sur l'importance d'avoir des rapports sexuels protégés. Nous sommes en sécurité parce qu'on utilise la contraception, on met des préservatifs. Au cœur des bidonvilles, le message des tuk-tuk fait peu à peu son chemin. Mais la route de l'éducation sexuelle est semée d'embûches dans un pays où les églises restent très puissantes. Hors de l'Afrique, les pays africains ne sont pas les seuls à avoir la dent dure contre la Cour pénale internationale. La Russie se mêle à la danse. Elle a annoncé mercredi son intention de retirer sa signature du statut de Rome, le traité fondateur de la CPI. Bien reprochant à cette instance de ne pas être véritablement indépendante et de ne pas avoir été à la hauteur des exploits placés en elle. Comment comprendre ce retrait de la Russie qui a signé en 2000 mais pas ratifié ce statut? Suivons ici les explications de Ekaterina Schulman, expert politique. C'est une démonstration politique. Cela est lié à la décision de la Cour pénale internationale CPI de reconnaître, si je comprends bien, l'annexion de la Crimée comme un épisode lié à un conflit armé international. C'est évident qu'il y aura un procès à La Haye concernant la Crimée et peut-être concernant l'Est de l'Ukraine. La Russie ne veut pas y participer. Les obligations internationales telles que nous les comprenons limitent notre souveraineté et nous ne voulons pas que notre souveraineté soit limitée. Voilà, c'est tout. Cette histoire était prévisible car depuis le procès de la Serbie, la Russie est mal disposée envers la Cour pénale internationale. Disons qu'elle dénonce la Cour pénale internationale CPI comme un instrument de répression du vainqueur envers le vaincu. Et puis désavouée par la Russie, la Cour pénale internationale lance un appel, ne partez pas. Le président de l'Assemblée des États parti au statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale Sidiki Kaba, a plaidé en faveur de la Cour pénale internationale à l'occasion de l'ouverture ce mercredi de la réunion annuelle des pays membres. On l'écoute. Aujourd'hui, un puissant sentiment d'injustice traverse le continent africain, dont beaucoup de ressortissants perçoivent la CPI comme l'expression de l'impérialisme judiciaire qui veut punir ses dirigeants patriotes et panafricanistes. Il faut le regretter, mais il faut y voir l'expression d'un acte de souveraineté de ces États qui ont librement adhéré au statut de Rome et qui ont aussi le droit souverain de s'en retirer. Je leur lance un appel solennel en leur disant ne partez pas. La procureure de la Cour pénale internationale, elle de son côté, tente de donner de l'espoir pour Fatou Bensouda. La décision de plusieurs pays de se retirer du statut de Rome n'est pas en arrière, mais une crise. On l'écoute. Dans ce contexte, je dois exprimer ma déception que 3 pays ont décidé de quitter le statut de Rome. Un pays qui part d'un traité est un acte souverain qui doit être respecté, mais tout acte qui sape le mouvement mondial vers une plus grande justice pour les crimes d'atrocité dans un monde basé sur le droit, dans ce siècle nouveau, est regrettable. Malgré les titres de presse sensationnels, ceci n'est pas une crise, mais un pas en arrière dans notre effort commun vers un monde plus juste et plus en paix. On va boucler ce bulletin d'information par la Corée du Sud. Le pays est soucieux d'améliorer son image à travers le sport. Un pays qui s'imagine même être la terre du futur. Merci. Reportage. Le leader suprême Kim Jong-un en a fait une priorité stratégique. C'est sur les terrains de sport que la Corée du Nord va redorer son blason. Pour les entraîneurs de l'école de football internationale de Pyongyang, l'objectif est donc clair. Notre but, c'est d'entraîner nos étudiants pour qu'ils deviennent de grands joueurs de l'équipe nationale, des champions encore meilleurs que Lionel Messi. Cette école a ouvert en 2013 pour former ceux qui intégreront un jour l'équipe nationale.
200 élèves, filles et garçons, s'entraînent mais aussi vivent et étudient ici. L'académie a d'ailleurs développé, sur une idée du leader, dit-on, une méthode unique à la Corée du Nord entre chorégraphie et conduite de balle. Et comme les gestes techniques, la rhétorique des étudiants est bien huilée. Nous sommes dans cette école pour devenir de bons footballeurs, quoi qu'il arrive. Mon but, c'est de devenir un grand footballeur, pour amener la gloire à mon pays et à l'équipe nationale. Une sélection nationale qui aura bien besoin de ses talents. La Corée du Nord est à la traîne au classement FIFA, loin derrière la 100e place, et elle est déjà éliminée du prochain mondial. Pour changer ça, la fédération a récemment engagé un entraîneur norvégien, une ouverture qui doit aussi s'appliquer aux jeunes joueurs, selon lui. Ils essaient de faire venir des gens expérimentés de l'extérieur désormais, avec moi comme sélectionneur et mes contacts dans le monde entier, surtout en Europe. Ils veulent de cette influence extérieure. Et c'est très important que les meilleurs joueurs, après cette académie, aillent à l'étranger, en Italie, pour s'entraîner là-bas. C'est le football féminin qui a pour l'instant connu le plus de succès. Les seniors ont remporté 3 Coupes d'Asie de 2001 à 2008 et les moins de 17 ans viennent tout juste d'être sacrées championnes du monde. Le futur Lionel Messi nord-coréen, s'il existe, est donc peut-être une fille. Ça, c'est bien un rêve de la part de la Corée du Nord. Ainsi s'achève donc Bulle Info, édition de ce jeudi 17 novembre 2016. Retrouvez la grande édition de 13h avec Antoinette Sabo. Moriagua sera au rendez-vous demain pour Bulle Info. Quant à moi, je vous dis tout simplement à bientôt.